Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous de l'actualité internationale. Ce soir, nous allons parler de cette visite de Mohamed Bazoum en terre béninoise en début de semaine. Nous allons revenir, si le temps nous permet, sur la situation en Tunisie, la situation des subsahariens dans ce pays d'Afrique du Nord. Et pour en parler, j'ai avec moi ce soir Joël Ataï-Guédégbé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Numon. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance. À ma droite, Martina Agboli-Agbo, analyse géopolitique de Morgan Training. Bonsoir. Bonsoir. Et à votre droite, Hamzat Abdoulaye, consultant analyste géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je reste avec vous. Qu'est-ce que cette visite vous a inspiré, en tout cas, dans son contenu, dans la forme, en tout cas, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été abordé comme sujet de préoccupation commun entre nos deux pays? Avant tout, cette visite est une visite de clarification. Clarification par rapport à un contexte précis qui est le contexte économique. Donc, le chef de l'État nigérien a effectué cette visite dans le but déjà d'avoir ces clarifications et aussi d'avoir des garanties pour l'avenir. Parce qu'en matière d'économie, on n'est jamais sûr tant qu'on n'a pas signé des accords ou des partenariats sur le long terme. Parce que ce n'est que ce qui est écrit sur le papier qui a une notion de validité sur le long terme. Les échanges entre le Bénin et le Niger ont débuté depuis plusieurs années, depuis plusieurs siècles si vous le voulez, parce que comme les deux chefs de l'État le disent si bien, nous sommes un peuple commun avant tout. Donc les échanges entre les deux peuples n'ont pas attendu les gouvernements de part et d'autre avant de s'amorcer. Il y a déjà eu des échanges commerciaux et ensuite ces échanges commerciaux se sont matérialisés par des dynamiques beaucoup plus grandes. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que cette visite dénote aussi que nous sommes la cible, les deux États, je vais dire, sont la cible de la menace sécuritaire djihadiste. Et il est très important que dans ce fait, enfin dans ce cas d'espèce bien précis, les deux chefs d'État puissent prendre des mesures, des mesures qui vont dans le sens de régler le problème sécuritaire. Et même s'ils n'ont pas mis l'accent sur la menace sécuritaire, il est clair que c'était une priorité des discussions. Et dans cet esprit, les échanges vont aller dans le sens continuel, c'est-à-dire avec le temps, les relations, déjà l'échange des relations militaires et de défense, de coopération de défense, donc, vont s'accentuer. Et la dernière chose, bien entendu, concerne le projet du pipeline qui rejoint par ailleurs l'aspect économique. Ce projet de pipeline, il faut le dire aussi, était un peu trouble, en tout cas par rapport au contour. Donc aujourd'hui, tout semble être clair, tout semble être mis sur la table de part et d'autre. Et bien entendu, s'il y a des choses à revoir, évidemment, les commissions qui seront mises en place vont se charger de régler ces problèmes. Quoique, moi, ma peur, lors de cette rencontre, c'est qu'on parle plutôt du renforcement d'une relation bilatérale au détriment d'une relation multilatérale. Oui, on y reviendra. On va y revenir, mais ce qui est certain, c'est que renforcer les relations bilatérales, bien entendu, ça renforce les coopérations entre deux peuples et bien entendu, ça renforce aussi nos priorités axées sur l'économie, sur le développement et aussi sur la sécurité. Bénin-Niger, une coopération qui coule de source. Oui, enfin, disons que l'organisation Bénin-Niger, commune Bénin-Niger est morte. Donc vive la coopération, vive l'intégration Bénin-Niger. Donc plus que jamais, cette visite indique que les deux États ont conscience de leur destin commun et donc marque à travers la solennité de la dite visite, l'importance qu'il faut accorder, l'intensité de ces relations. Et d'ailleurs, comme les différents accords signés l'indiquent, traditionnellement, c'était essentiellement des raisons économiques qui nous liaient. Le Bénin étant le port naturel du Niger. Les deux pays ayant une voie de chemin de fer commune, malheureusement un passé de vie à trépas. Mais de toute évidence,
les deux États ont su réinventer ou sont en train de réinventer, de redonner un autre contenu, de dessiner une nouvelle dynamique des relations entre les deux pays, tant au plan économique qu'au plan militaire. C'est ce qui est un peu nouveau, et même si le pipeline est quand même un projet structurant, important, qui vient affirmer l'ancrage du Niger, ou en tout cas l'orientation du corridor, bien du Niger vers le port de Cotonou. On parle du port minéralier de Sémé désormais. Voilà. D'accord. Martina Goyabo, comment avez-vous perçu le contenu de cette visite, que ce soit dans la forme ou dans tout ce qui a été dit? Alors, la visite du président nigérien s'inscrit dans une dynamique d'amélioration des relations économiques entre le Bénin et le Niger. Relations économiques dans le sens du projet pipeline qu'ils sont en train de mettre en place, et dans le domaine sécuritaire dans le sens de la lutte contre le terrorisme. Et donc, sous un angle économique, cela pourrait être, cette coopération bilatérale pourrait être favorable au sens qu'elle va, au niveau du port, par exemple, maximiser l'exploitation de ce port par les nombreuses activités. Déjà qu'on sait que géographiquement, le Niger et le Bénin partagent un même fleuve. Et donc ça va aussi améliorer l'émergence ou favoriser la croissance économique de ces deux nations-là. Et dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, si éventuellement cette coopération conduit à une, si je peux le dire ainsi, une relation fructueuse entre ces deux États, cela pourrait permettre aussi au Niger de mettre en place ou de subventionner les différents projets qui comptent mettre en place dans la lutte contre le terrorisme. Et donc c'est tout à fait à l'avantage de ces deux nations. Voilà. Vous parliez de bilatéralisme contre le multilatéralisme. On sait que la sous-région est dans un, on va dire, dans un rapport de force particulier, où les forces étrangères, on a des pays qui ont choisi de tourner dos aux forces étrangères, ce qui a tendance quelque peu à, disons, troubler les liens de coopération. D'autres sont restés sur leur ligne, le Bénin, le Niger, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que le bilatéralisme est devenu la seule voie possible pour coopérer? Parce que quand on prend le plan du Bénin-Niger, on a vu le président de la République il y a quelques semaines aller personnellement rencontrer, d'ailleurs c'était pratiquement la seule visite d'un chef d'État, en tout cas depuis l'installation des militaires au pouvoir, aller visiter le président du Burkina aussi, certainement pour des questions sécuritaires. Le Togo et le Burkina ont des accords de poursuite en territoire burkinabé et togolais. Est-ce que pour cette lutte précise contre le terrorisme, c'est la seule voie qui s'impose pour le moment, en attendant peut-être que les barrières pour le multilatéralisme soient levées? La seule voie... Pour le moment, je veux dire. Oui, bon, après, il faudrait laisser du temps pour savoir quel serait le résultat derrière ces efforts de coopération bilatérale entre le Bénin et le Niger, d'une part, entre le Bénin et le Burkina Faso. Spécifiquement sur le volet sécuritaire. Mais spécifiquement sur le volet sécuritaire, c'est que c'est une avancée, parce que pendant très longtemps, on était calfeutré sur l'idée selon laquelle la solution vient toujours de l'ensemble. Certes, ça a porté ses fruits, mais après 1945, après cette mondialisation dans laquelle nous sommes toujours, après cette décolonisation qui a donné une structuration ou un archétype un peu complexe des États africains indépendants, eh bien tout le monde se méfiait de tout le monde. Donc les États africains n'ont pas tout de suite vu l'intérêt de tout de suite coopérer avec les États frères, qui à la base étaient en réalité des peuples unis et uniques. Ensuite, avec les différents conflits qu'on a eu à traverser, surtout après le XXIe siècle, où nous sommes toujours en plein dans le XXIe siècle, mais les conflits, il ne faut pas avoir peur, mais en réalité, les conflits du XXIe siècle ont été révélateurs.
révélateur dans la mesure où on s'est rendu compte de la limite du multilatéralisme. C'est-à-dire, le multilatéralisme a beau être efficace, mais il tarde à être efficace dans le temps de l'urgence surtout. Et avec l'exemple particulier du G5 Sahel qu'a donné d'ailleurs le président Bazoum, il était question surtout de la lenteur au niveau de la réaction face aux problèmes qui sont présents. Et je pense que le bilatéralisme va régler de façon ponctuelle, c'est-à-dire quand le problème se pose sur le territoire du Bénin et qu'il faut bien entendu réagir avec les services de renseignement, avec les services militaires ou les services policiers, eh bien on aura une efficacité sur le temps, sur le présent. Et ça, ce sera l'actif, bien entendu, du bilatéralisme. Maintenant, toute tendance porte à croire qu'il faut faire le choix de l'un des autres. Moi, je ne suis pas pour cette tendance de faire un choix du bilatéralisme au détriment du multilatéralisme. Ce n'est d'ailleurs même pas la question. Je pense que la question réside plus dans nos attentes. Est-ce que dans nos attentes, le résultat escompté, c'est de mettre fin dans quelques années au terrorisme, de mettre fin à la crise sécuritaire? Ça doit être des priorités. Mais l'autre priorité, et ça c'est un peu ce que je souligne comme étant négatif et néfaste lors de cette visite, c'est que l'aspect social n'est pas revenu. Pourquoi on mise tout sur la guerre au détriment du social? Pourquoi les deux chefs d'État n'ont pas voulu voir en face que le problème aussi du terrorisme, que le problème sécuritaire, c'est avant tout une question sociale. Si dans ces régions, écoutez, est-ce que vous avez déjà vu le terrorisme prospérer dans des régions qui ont quand même un niveau de vie relativement élevé? Il n'y en a presque pas. Certes, vous allez peut-être chercher, là vous allez chercher pour trouver. Mais la généralité fait en sorte que le terrorisme, l'insécurité prospère plus dans les milieux où le social est mis de côté. D'où la priorité de mettre peut-être l'accent sur une relation bilatérale qui soit axée sur le social, ça c'est un, et deuxième chose, sur l'éducation. Parce que sans cela, eh bien, on va se retrouver. On aura beau renforcer nos forces armées, on aura beau renforcer les services de renseignement, eh bien, la finalité va rester la même. D'accord. Je vois la taille de la baie. J'ai une question. On a vu le président nigérien assez décomplexé sur la question du G5 Sahel. Pour lui, il y avait trop d'attentes. Finalement, ça n'a pas marché, simplement parce que déjà les moyens n'étaient pas à disposition et que c'était une salade niçoise qui ne disait pas son nom. Bon, c'est peut-être le lieu de dire que le Niger est en train de se réajuster, probablement, parce qu'il apparaissait finalement dans la sous-région comme le plus grand allié, la Côte d'Ivoire, hormis de la France, ayant récupéré les troupes françaises parties du Mali, enfin donc l'essentiel du dispositif du G5. Donc on a cru que le Niger serait la 5e colonne de la France pendant que d'autres pays voulaient en finir. Donc là, on découvre un président Bazoum qui se signale par un recentrage manifeste parce que on ne l'aura pas observé, on ne l'aura pas relevé. Parallèlement ou peu avant sa visite au Bénin, il a envoyé son chef d'état-major à Bamako et porteur d'un message très chaleureux. Et alors que chacun de nous a en mémoire l'épisode les échanges ou les propos peu amènes prononcés à l'Assemblée générale des Nations Unies par le Premier ministre malien par intérim. Mais peut-être est-ce un changement dans la forme? Parce que pour autant, sur le terrain, techniquement, le président Bazoum coopère avec ceux qu'il entend, ceux qui pensent pouvoir l'aider, que ce soit les Français, que ce soit les Américains, que ce soit les Allemands. Non, là, il n'a pas changé de ligne. Non, mais c'est au moins réchauffer les liens avec le Mali. Et le message était plus que chaleureux. Enfin, je ne dirais même pas que c'était un message d'allégeance. Parce que, et de manière concrète et probablement et pragmatique, il me semble que le Niger a compris, et fort de son expérience dans la lutte contre
Boko Haram avec le Nigeria. Et probablement que le Niger a compris qu'il faut s'entendre sur les droits de poursuite, sur les patrouilles communes au niveau des frontières. Le Niger, le Burkina et le Mali partagent la zone des trois frontières. Et ce n'est pas que là-bas. Le Bénin, le Burkina, le Niger aussi sont dans la même situation. Et le Nigeria, sans s'encombrer, ainsi de suite. Oui, donc, sans s'encombrer forcément de la tutelle française qui n'est pas la bienvenue pour beaucoup. Le Niger s'est rendu compte ou se rend compte qu'il faut aller vers ses voisins. Et mieux, le Niger essaie de construire, de consolider quelque chose avec le Bénin. On a connu notre part de conflit territorial. L'île de l'été. L'île de l'été, qui a été en procès à la Cour internationale de justice avec l'arbitrage qu'on connaît et qui a été définitivement ratifié par les deux chefs d'État à l'occasion de cette visite. Donc, plus que jamais, c'est la confiance qui règne et donc pas à pas, et stratégiquement pour tout ce qui est possible économiquement. Tous les écueils sont balisés. Deux pays qui sont décidés à se donner la main, à maximiser les effets intégrateurs. Ça n'annule pas du tout ce qu'ils gagnent déjà au sein des organisations internationales et sous-régionales comme l'UMOA. On a la monnaie commune, ça marche tout seul pratiquement, la CEDEAO, plus ou moins, et l'initiative sécuritaire Dakar, dont le Niger reste partie prenante, à la différence du Burkina qui hésite et du Mali qui se fait désirer, et qui a peur que la France ne vienne encombrer de sa tutelle ou de son aide ombrageuse, et cette initiative endogène. Voilà. Martina Gouillagou, qu'est-ce que vous en pensez de cette question du bilatéralisme? Déjà, il faut clarifier qu'on parle de coopération bilatérale lorsque c'est une relation entre deux pays et de multilatéral lorsque c'est une relation entre plusieurs pays. Donc quand on revient au contexte actuel, on pourrait dire que le Nigeria n'est peut-être pas encore satisfait. Le Niger, excusez-moi, n'est peut-être pas encore satisfait du dispositif du G5 Sahel. Et donc, il a peut-être vu que la meilleure manière de pouvoir satisfaire ou de pouvoir mettre en application ces stratégies dans le domaine de l'économie et du terrorisme, c'est de se rapprocher de son voisin qu'est le Bénin pour y parvenir. Et c'est, comme mon confrère l'a dit, c'est peut-être aussi dans l'optique, ou peut-être parce que le Niger a une certaine confiance envers notre pays, le Bénin, et c'est dans cette logique-là le président nigérien a procédé ainsi. Que cette coopération s'impose. Oui. Voilà, on va clore rapidement ce chapitre et dire un mot. Nous avons manqué le coche la dernière fois. On va revenir sur cette situation en Tunisie avec tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a reçu comme image, ce climat en tout cas délétère, empreint de racisme envers les subsahariens. Le président de de la CEDEAO aller peut-être clore un chapitre, on ne sait pas. Toujours est-il que les rapatriements ont quelque peu diminué ces derniers jours. Incident clos, comment vous percevez ce qui s'est passé pendant cette période en Tunisie? Comme si ça n'avait jamais existé au niveau des chefs d'État. On s'était déjà un peu étonné que le président Talon, lors de son interview sur LCI, n'ait pas abordé la question, parlant de relations internationales, mais à l'occasion d'un sommet avec un pays voisin qui est aussi concerné que le nôtre par les questions d'immigration. Est-ce que c'est un silence voulu? Le porte-parole du gouvernement avait, il y a quelque temps, averti que l'État était attentif au sort des Béninois qui étaient... C'est probablement une gestion très serré, très auprès de tout ça. Il n'y a pas que les immigrés, enfin il y a beaucoup d'évacués sanitaires également. Donc peut-être que c'est des relations assez bien structurées, assez bien maîtrisées en ce qui nous concerne. Et donc, puisque le président tunisien aussi essaie de faire assaut de bons sentiments, probablement veut-on lui donner une chance de s'amender pour que ça ne prenne pas plus de proportions qu'il ne faudrait. Mais de toute façon, cela révèle fondamentalement
la relation distante qu'il y a entre l'Afrique du Nord, le Maghreb et l'Afrique au sud du Sahara, pour ne pas dire l'Afrique noire. On l'a vu incidemment lors de la Coupe du Monde où un joueur du Maroc se voyait plus arabe, plus du monde arabe. Il s'est repris après. Oui, qui s'est repris devant la réprobation. Devant l'incompréhension. Devant l'incompréhension, voilà. C'est le lieu d'utiliser les termes justes quand on parle de sporadisme ou bien d'attaque régulière, c'est pas la même chose selon le président Talon. Bon, donc j'ose croire que la situation est sous contrôle de la part de nos États et que point trop n'en faudrait. Mais j'espère que c'est pas une démission, j'espère que c'est pas une fuite en avant de nos États qui n'ont probablement pas développé une réponse pertinente sur cette question de l'immigration. On peut se dire que ceux qui étaient les plus concernés ont agi en offrant une voie de rapatriement à leurs compatriotes. C'était le plus urgent à faire puisque beaucoup étaient dans la rue. Croyons-le, mais entre nos pays, nous avons également des problèmes de migration, de comportement, de communauté. Si je prends le Niger, le Bénin, on aurait pu, peut-être qu'ils en ont parlé, on a vu le président Bazoum recevoir la communauté nigérienne au Bénin et le président Talon pratiquement s'inviter. Enfin, en tout cas, je veux croire que les questions se débattent sans complexe, de manière pragmatique. Même le droit de poursuite qui a été négocié entre le Bénin et le Niger n'avait pas été signé à un haut niveau. C'était le ministre des Affaires étrangères, le ministre d'État qui était parti au Niger. Donc c'est signe que nos relations sont dans une espèce de banalité, mais qui a eu juste besoin de normalité. Voilà. Voilà, je veux juste ajouter quelque chose. On parle de racisme en Tunisie. Ces plans de rapatriement, cette expulsion, cette hostilité, bon, on le perçoit parfois aussi en Afrique noire. La Guinée équatoriale est un coutumier du fait. Le Gabon, par d'autres temps, là, puisqu'on a la même couleur de peau, on ne parle pas de racisme. Mais en même temps, il n'y a pas ce discours, à la limite, complotistes, des Africains, des Africains qui veulent envahir et éteindre la race arabe, ainsi de suite. Comment vous percevez ça? Écoutez, la question du rejet de l'autre, c'est une question qui traverse les siècles et nous sommes en plein dedans. Déjà au niveau du Maghreb, les États du Maghreb à l'heure actuelle se rejettent entre eux. Maroc, Algérie, vous pouvez l'observer déjà à travers des matchs de foot par exemple, pour voir quel type de rivalité existe entre les États maghrébins, Tunisie, Maroc, Tunisie, Algérie aussi. Donc ça, c'était déjà à l'intérieur. Maintenant, la question du rejet de l'Africain, c'est une question qui se pose depuis aussi plusieurs siècles. Nous sommes face à une mondialisation que je dis mal gérée. Moi, je dis après la Deuxième Guerre mondiale, 3 choses ont été mal gérées, particulièrement la décolonisation, la mondialisation et la chute du mur de Berlin. La mondialisation dans ce sens où, quand vous avez des disparités économiques, des disparités sociales qui vont, quand je prends un exemple simple, l'État, un Malawite a un écart de revenus de plus de 200 000 euros avec un ressortissant suédois ou suisse, ce qui est quand même énorme. Donc face à ce gouffre, qu'est-ce que vous voulez? Vous obligez en fait les citoyens à immigrer dans la recherche d'un lendemain meilleur. Ça, on peut le comprendre. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que les politiques mises en place n'ont pas favorisé le contexte de cette mondialisation. Et quand vous allez jeter l'œil aussi en Europe, c'est la même chose. Le rejet de l'autre est occasionné simplement au fait que les gens n'aient pas suffisamment assimilé ce qu'est la mondialisation ou ce que pourrait entraîner la mondialisation. C'est pour ça que les anglophones parlent de la globalisation. Mais pour revenir au contexte tunisien particulier, Kais Saïed a fait une bourde. C'est une grosse bourde qu'il a eu à faire et il a essayé de ramer tant soit peu pour rattraper le coup, ce qui s'est mal fait aussi, parce que la visite d'ailleurs du représentant de la CEDEAO aussi était mal effectuée, parce que à travers ses explications, on sentait déjà quelqu'un qui était réfractaire au dialogue. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on sentait que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de faire ce discours. Il est obligé de le faire en estimant que ses meilleurs amis étaient les Noirs, ce qui semble être le discours caricatural du raciste qui refuse de s'assumer. Ça, c'est une autre chose. L'autre chose, c'est que la Tunisie
n'a rien à voir. Hein. En réalité, c'est la politique du président qui a entraîné ce rejet. C'est dire que ça existait, le rejet des Noirs, mais ça s'est accentué par cette décision venue d'en haut, qui a en quelque sorte dramatisé la situation et fait en sorte que les 22 000... Ou légitimer une haine qui était latente dans la société. Exactement, c'est une haine que vous avez bien fait le Maghreb, mais c'est pas forcément au même degré avec le Maroc. Mais vous allez constater que dans la population, dans la masse de la population maghrébine, il y a un rejet du noir. Évidemment, c'est une chose. Mais légitimer le discours du rejet avec les propos de Kais Saied, ça a entraîné ce drame qu'on a vécu. Maintenant, ce qui m'intéresse plus, c'est la réaction de nos chefs d'État. On a vu une rencontre... bon, c'est vrai que le Niger a quand même une tradition arabophone. Le Niger a une tradition plus ou moins arabophone. Ils n'ont pas vraiment ce problème au nord-est ou ouest du Niger. Quand ils veulent traverser la frontière algérienne, ils n'ont pas forcément le problème du rejet du noir parce qu'ils parlent les mêmes langues. Ils sont Tamazight, Tamashek ou Touareg aussi. Donc encore que ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, mais la barrière linguistique est très importante. Mais on a constaté en effet qu'il n'y a pas eu ce discours, il n'y a pas eu ce bilan où il n'y a pas eu de réaction de façon concrète. Il y a eu de l'action. Il y a une action qui est attentiste. Cette action attentiste, ça ne porte pas. Pour le coup, là, on va dire que la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali n'ont pas été attentistes. Vous ne rassurez pas le Béninois qui cherche un lendemain meilleur à aujourd'hui, demain, aller en Tunisie, ou le Béninois qui est en situation peut-être irrégulière, voire même régulière en Tunisie, sorti en pleine rue de Tunis. Oui, mais d'accord, la responsabilité des situations se situe au niveau de la communication. C'est-à-dire, ça c'est ma théorie, mais elle s'est révélée pratique. C'est-à-dire, si vous ne communiquez pas suffisamment sur les dangers ou les dangers à aller dans un endroit X ou Y, à l'estat des pays maghrébins, eh bien, vous mettez vos citoyens en danger. Clairement, parce qu'on vend quoi aux citoyens qui voyagent? Il y a l'Eldorado en Tunisie. Il y a l'Eldorado, en tout cas une partie de l'Eldorado. Il y a surtout la promesse d'accéder. Oui, mais bon, une bonne partie des Ivoiriens, des Guinéens qui n'ont pas demandé l'avis de l'État avant d'y aller. On parle d'immigration clandestine. Donc, c'est pas. Comme le rappelait mon confrère, c'est qu'une transition aussi en général. Ouais. Mais il ne faut pas négliger cet aspect, c'est-à-dire communiquer suffisamment au peuple, aux citoyens, des impacts que pourraient avoir des vraies décisions. Probablement, à notre jeunesse, on a des jeunes qui sont en Tunisie, dans les pays maghrébins, à la recherche d'une meilleure éducation, parfois boursiers, parfois aux frais de leurs parents. Mais quelle insécurité. Donc il faut également savoir comment la jeunesse vit. Peut-être Madame on va finir avec vous sur cette question. Il faut remarquer que la dynamique est changeante au niveau du concept de la migration actuellement avec tout ce qui se passe. On constate qu'il y a certains États qui mettent en place une politique migratoire qui peut être favorable aux migrants et d'autres non. On prend par exemple l'exemple du Royaume-Uni. Ils ont mis en place une politique qui consiste à faire en sorte que les migrants aillent d'abord au Rwanda. Oui, bon, ils ont sous-traité le problème. Oui, c'est vrai, mais il faudrait quand même qu'on puisse étudier qu'on puisse étudier ce problème-là et essayer de le résoudre. Et nos dirigeants doivent vraiment repenser leur politique migratoire vis-à-vis des Africains en général. Faut-il interdire aux gens d'immigrer? Non, il ne faut pas. Il faut revoir plutôt la politique de la migration. D'accord, la mondialisation. La mondialisation. Vaste programme. Oui, vaste programme, évidemment, mais les conséquences néfastes de la mondialisation, on le voit clairement. Cette immigration... L'idéologie de cette affaire-là, c'est libre circulation des biens, mais pas des personnes. Ça n'a jamais marché. Là, c'est les Chinois. Ils ont véritablement compris que la mondialisation, c'est l'affaire du tous pour tous. Mais avec le recul, je me demande ce que ça aurait été. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, la Tunisie frappait aux portes de la CEDEAO. Oui, bon, ça, c'était quasiment le monde à l'envers. Non, c'était même récemment aussi. Oui, même le Maroc n'en demandait pas moins. Donc, rien n'est une certaine contradiction. Univoque, ça veut dire que nous pourrons être désirables également. Voilà, merci beaucoup Joël Atagadagwe. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance. Martina Agoli-Agbo, je rappelle que vous êtes analyste géopolitique de Morgan Training. Et Hamzat Abdoulaye, je rappelle que vous êtes consultant et analyste géopolitique. Merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis. Rendez-vous vendredi prochain pour d'autres développements.